Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis le maréchal des logis-chefs Dominique. Je suis cybergendarme, je suis référent cybersécurité dans le groupement de gendarmerie du département de la Nièvre. Donc, aujourd'hui, je remercie Monsieur Léger pour cette invitation. Je vais partager avec vous quelques notions de base concernant la sécurité que vous devez, en fait, c'est un conseil qu'on vous donne, ce sont des précautions que vous devez adopter sur Internet, dans le monde, dans le milieu cyber. Donc, n'hésitez pas à poser des questions également. Je suis là pour ça. Donc, dans cette présentation, ce que nous allons voir, nous allons... euh, voilà. Dedans, ce que nous allons voir, c'est on va d'abord présenter les cybermenaces. Mais ensuite, nous allons aussi voir des exemples d'attaques courantes. Est-ce que vous voyez en même temps aussi la présentation? OK pour la présentation, on a bien le retour. Ok, bon. Donc, on va le voir ensemble. Donc, nous allons aussi définir ce que c'est la faille humaine. C'est la source de nos ennuis, c'est la source de tout problème dans le milieu cyber. On va voir pourquoi. Et après, je vais vous donner quelques bonnes pratiques, en fait, les meilleures pratiques à adopter lorsque vous êtes dans le monde, lorsque vous surfez sur Internet ou lorsque vous manipulez des outils qui ont tendance à être connectés dans le milieu cyber. Donc, les cybermenaces, c'est quoi? Donc, les cybermenaces, c'est toute forme de danger potentiel qui peut compromettre la sécurité d'un système informatique. Donc, danger, on comprend tous la notion du mot danger. Mais ce qu'il faut retenir dedans, en fait, c'est la notion de qui peut compromettre la sécurité d'un système informatique. Un système informatique, en fait, c'est vos outils, par exemple, vos outils de facturation, surtout, bien avant cela, par exemple, votre téléphone portable, vos adresses mail, vos sites Internet, tout ça, ce sont des systèmes informatiques. Et en fait, les cybermenaces, en fait, c'est toute forme de danger ou atteinte ou attaque qui peut compromettre la sécurité de vos données. Les données, on peut les scinder en plusieurs groupes, par exemple, mais le plus important, ce sont les données à caractère personnel. Parce que en tant que si vous faites partie, par exemple, de la catégorie des TPE, PME, vous avez des données clients, des données, mais également aussi des données de personnes qui travaillent avec vous, en fait, des fournisseurs. Tout ça, en fait, sur le réseau, sur le dark web, ces genres de données à caractère personnel coûtent très cher et nos cybercriminels sont friands de ces données-là. Bon, on va continuer. Donc, pour les cybermenaces, nous avons l'ingénierie sociale. Excusez-moi. L'ingénierie sociale, en fait, c'est tout. Ce sont ce qu'on appelle par abus de langage les hackers. Alors que ce n'est pas trop ça. L'ingénierie sociale, en fait, c'est le fait que les personnes, par exemple, vous sondent avec des types de messages, par exemple les colis ou bien les fausses informations comme quoi, oui, vous êtes convoqué à la gendarmerie, donc vous devez cliquer sur ce lien et ils vous demandent de l'argent. Ça fait partie de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, euh, contrairement au phishing, le phishing, en fait, c'est comme on appelle le hameçonnage. Ça, on va en parler après. L'ingénierie sociale, elle, elle est ciblée. Par exemple, si vous êtes secrétaire d'une entreprise, la personne malveillante va d'abord faire ce qu'on appelle chez nous, par abus de langage, l'enquête d'environnement, c'est-à-dire elle va se renseigner sur vos activités et elle va se faire passer pour une personne
qui seraient peut-être intéressés par vos services. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'il va essayer de vous arnaquer, tout simplement. Il y a pas mal d'exemples que je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça, c'est l'ingénierie sociale. Et le piratage de mots de passe, ce qui est plus important parce que en fait, c'est la porte d'accès à tous vos services, à tous vos services dans le milieu cyber. Le mot de passe, par exemple, ça peut être attaché à votre adresse mail, par exemple, parce qu'une fois que la personne a accès à votre adresse mail, elle a accès à tout sur votre entreprise ou bien votre vie privée. Donc ça, je vais vous montrer aussi quelques petites astuces en fait pour sécuriser votre mot de passe euh, dans le but pour ne pas que les cybercriminels en fait arrivent à pirater votre mot de passe tout simplement. Ensuite, il y a aussi le phishing. Le phishing, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le hameçonnage. C'est un petit peu comme l'ingénierie sociale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le phishing, en fait, ne cible pas une personne. Le phishing, vous savez, prenez l'exemple des pêcheurs lorsqu'ils jettent, par exemple, un filet à la mer pour récupérer beaucoup de poissons. Donc ça, c'est l'exemple typique que je vous ai mentionné tout à l'heure avec les histoires de colis frauduleux. Ça, c'est le phishing. Ça s'appelle le phishing. Mais on va détailler ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, ok. Donc là, bon, ça c'est, ben, je suis toujours en attente des nouvelles stats de l'année dernière. Là, en fait, ce sont des stats émanant du site cybermalveillance.gouv.fr pour vous montrer un petit peu le taux en pourcentage de différents types d'attaques. Donc, le hameçonnage, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne cible pas la personne, mais c'est un envoi groupé, ça touche 27%. En fait, bah, c'est la principale menace pour tous les publics, que ce soit dans le milieu professionnel ou voire même le milieu personnel aussi. Il y a aussi les programmes malveillants. Ça, souvent, c'est lié aux applications que l'on installe. Bon, c'est en forte hausse, hein, mais actuellement, c'est plus contrôlé parce que en fait, chaque entreprise maintenant prend soin du fait que en fait, ils prennent tout ce qui est logiciel dans des sources sûres, mais plus en open source. Oui. Donc, la violation des données, c'est à 10%. Le piratage de compte, qui est à 18%. Donc, oui, c'est un corollaire du hameçonnage, puisque les deux, en fait, se complètent. Et le rançon logiciel. Le rançon logiciel, en fait, c'est lorsque, par exemple, lorsque vous subissez une attaque qu'on appelle un rançon logiciel, en fait, c'est ce qui fige votre système informatique et il vous présente un écran bleu. Et l'écran bleu, en fait, vous demande à ce que vous réglez, c'est ce qu'on appelle un ransomware, la note de rançon, en fait, pour que les hackers, eux, puissent débloquer votre système informatique. Un conseil, ne payez jamais cette rançon parce que vous ne serez jamais garanti le résultat ne sera jamais garanti. Donc ça, c'est malheureusement, c'est ce qui touche aussi les hôpitaux, les EHPAD. Cette année, il y avait aussi une PME dans la Nièvre qui a été victime de cela. Donc, ce sont des choses palpables et ce sont des faits qui, malheureusement, sont avérés et qui touchent beaucoup de personnes. Oui, à titre d'information, je ne me suis pas assez présenté tout à l'heure. Oui, je suis formé en diplôme universitaire de cyberdéfense et cybersécurité des TPE, PME.
C'est la raison pour laquelle, en fait, je me permets de vous montrer un petit peu ce que cybermalveillance.gouv.fr nous a transmis. Fin de la parenthèse. Donc, nous allons continuer. Tout à l'heure, nous avons parlé du piratage de mots de passe. Le piratage de mots de passe, souvent, lorsqu'on intervient dans des entreprises, on voit les personnes qui mettent les mots de passe sur des petits post-it et ils mettent ça sur un coin de bureau. Le souci, c'est que vous accueillez, certaines entreprises accueillent du public. Donc, la personne que vous allez accueillir n'est pas forcément de bonne foi. Donc, il suffit juste que la personne note le mot de passe que vous avez mis sur un post-it sur le coin de la table. Cette personne-là pourrait avoir accès à tout le système d'information. Pour pallier à ça, en fait, j'ai une méthode, ce qu'on appelle les phrases de passe. Les phrases de passe, par exemple, si, c'est une méthode pour pouvoir retenir un mot de passe très facilement. Par exemple, euh, vous allez composer un mot de passe long entre 14 et 20 caractères. D'accord? Donc, dedans, il y a les caractères spécifiques, il y a les majuscules, les chiffres, euh, les arrobases, tout ce qui est caractère. Donc, pour ça, on va utiliser les majuscules, oui, les chiffres et symboles. Et donc là, on va voir ce que c'est les phrases de passe faciles à retenir. Par exemple, si je mets, par exemple, dans ma tête, je me mets mon mail est sécurisé. Si l'on transforme cela en phrase de passe, on va l'écrire ainsi. Le 1, ça c'est le chiffre qu'il demande. Mon, M majuscule, N minuscule. Mail, on va mettre MEL. S, S, sécurisé. Et on va mettre un arrobase à la fin. Ça, ce type de mot de passe d'adresse mail est non déchiffrable, même pour un hacker et chevronné. Je vais vous montrer un petit exemple là-dessus. Là, par exemple, si vous voulez, on peut le faire en direct. Si on peut se permettre. Oui. Là, vous êtes toujours. Vous voyez toujours là ou pas? On a un écran, un clavier. Voilà. On a un clavier avec des cadenas. D'accord. Parce que là, j'essaie de me connecter sur Internet, mais bon. Bon. Vous voulez que j'aille sur Internet et que je fasse une démo? Oui, à partir de ce site-là, est-ce que vous Alors, je vais le taper. Donc, oui, www.grc, GRC. oui, .com slash istack.html. HTML normalement, parce que là, ça me fait HTML. Hop, je me connecte de mon côté et je vais partager. Je vais vérifier que ça marche bien, qu'on a bien les droits. Ouais, Oui, c'est bon. Alors, bon pour je vous. vais partager cet écran. Hop, voilà. OK. Et donc là, je suppose qu'on va pouvoir taper son mot de passe et ça va nous dire s'il est sécurisé ou pas. Oui. Donc, il Donc, faut respecter tout ce qu'ils mettent là-dessus. alors, N'oubliez je vais pas. vous faire part d'un mot de passe qu'on utilise souvent dans les entreprises ou dans du matériel qui nous est fourni par défaut et c'est le fameux mot de passe admin. Oui, Et c'est c'est simplement, je pose c'est pour afficher le temps qu'il a fallu pour le décrypter. On est en d'accord, inférieur à la seconde. Voilà. d'accord. C'était, Excusez-moi, puisque moi, je ne vois pas en fait où ce que vous... j'annule le partage de mon côté d'abord, c'est ça? donc normalement, tout le monde doit avoir mon partage d'écran. Oui, 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 Ah, oui. attendez, je l'ai pas fait. Excusez-moi. Voilà, c'est moi qui n'avais Oui, pas partagé. d'accord. Voilà. Donc, Oui, tout le monde doit le voir.
hop, voilà, on est en direct. Facile. Et Oui, voilà, typiquement des mots de passe qui sont souvent utilisés sur du matériel qu'on reçoit, du oui, matériel informatique, le mot de passe, le nom d'utilisateur, admin. euh, oui. voilà, et typiquement, bah, c'est le mot de passe qui est connu de tout le monde, hein. C'est comme si on avait le pass. Donc là, D'accord. c'est le mot de passe qui est décrypté en, en moins d'une seconde. Voilà. Oui. Ben là, vous voyez par exemple un scénario d'attaque, en fait, tout simple. En fait, c- euh, c- ce mot de passe-là, il pourrait être déchiffré en millions de secondes. En fait, c'est en moins d'une seconde, quoi. Ouais, Là, vous voilà. pouvez le voir. Et par contre, si vous mettez par exemple le 1, mon mail est MN, S, Euh, C, Q, R, I, Z, E, arrobase. Là, vous allez voir que le hacker, s'il veut décrypter votre mot de passe, il lui faudra 18 siècles. Donc, et en craquage massif, ça fait aussi beaucoup d'années. Donc, 183 ans. C'est pas 1,183, mais c'est 183 ans. Donc, en adoptant cette méthode, vous pouvez voir que bah là, en fait, vous pouvez être sûr que votre adresse mail sera vraiment sécurisée. donc là, c'est un petit outil qu'on va partager dans le chat et que vous pourrez utiliser pour aller vérifier si votre mot de passe est sécurisé ou pas. Ou Hop, pas. je l'envoie à tout Voilà. le monde. Voilà. Et ben, vous pouvez reprendre quoi. Si on a fini avec ce site en termes de Oui, démo, vous oui, pouvez on a fini avec ce repartager, site. et reprendre la main. D'accord, ok. Le mien, il est. Donc oui, je vois passer des questions dans le chat, hein. Ce site internet, en fait, permet de voir en combien de temps ce mot de passe pourrait être trouvé, voir si c'est un mot de passe fiable ou pas. C'est un petit outil et voilà, c'est le lien qu'on vous a présenté, que le gendarme vous a présenté, c'est pour prendre conscience de si ce mot de passe est facilement décryptable ou pas Ah, par des hackers ou des robots ou des machines ou des humains. voilà. Donc, nous allons continuer. Le phishing ou hameçonnage. Mon écran est bien partagé? Oui, Ok, très bien, très très bien. ça marche. Donc, le phishing ou hameçonnage sont des emails ou SMS frauduleux qui semblent provenir d'une source légitime qui consiste à usurper l'identité. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, les personnes à l'origine de ce procédé euh, ne ciblent pas la personne directement. En fait, ils envoient beaucoup de mails à n'importe quelle adresse mail, par exemple des adresses mail qui ont été aspirées par un outil utilisé par les hackers, et ça peut arriver à tout le monde, hein. Ou bien votre numéro de téléphone qui s'est retrouvé, par exemple, lorsque vous faites des achats sur un site et que si le site Internet a fait l'objet d'une attaque cyber, en fait, ils peuvent pomper tous vos coordonnées là-dessus. Et à partir de là, ils peuvent avoir votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Et à partir de là, ils peuvent vous envoyer leur arnaque qui sera sous forme de phishing ou hameçonnage. Parfois, par exemple, lorsque vous faites des achats sur Internet, il y a certains sites qui sont déjà suivis par ces gens-là. Donc, surtout, il faut faire très attention. Par exemple, là, en ces fins d'année, tout le monde achète des cadeaux et tout ça. Avec l'histoire de colis. Vous avez reçu votre colis, cliquez sur ce lien. Parce que lorsque vous cliquez sur ces liens, ils peuvent avoir accès en fait à vos données bancaires, par exemple, pour certains, ou bien vos données sur d'autres sites aussi qui pourront être détournées à votre insu. Donc, c'est le but du phishing ou du hameçonnage.
Donc, comment démasquer un mail de phishing? Il n'y a aucune raison que vous receviez ce message. Par exemple, des fois, moi, je ne commande pas, mais je reçois quand même le message et en plus sur mon numéro de téléphone professionnel, gendarmerie. Donc là, alors que je commande jamais à partir de ce numéro-là, donc je reçois ce message-là. Ça, par exemple, il n'y a aucune raison que je reçoive ce type de message. L'objet de l'email est vague. Vous n'identifiez pas le contexte, parfois. Vous pourrez aussi, dans vos adresses mail, il pourrait aussi atterrir, il pourra aussi arriver dans vos spams. Vous savez, spam dans votre boîte de courriel, vous avez aussi un petit onglet spam. Souvent aussi, ces phishing peuvent arriver là. Mais surtout, n'ouvrez pas le lien, ne cliquez pas sur le lien, mais supprimez directement. Le temps est alarmiste, menaçant ou intrigant. Souvent, et ça, c'est typiquement en fait des cybercriminels en fait. Ils vous disent, ouais, ben, par exemple, souvent sur des trucs, des images, des liens, par exemple des impôts, ou bien ouais, vous devez régler ça, ou bien votre banque, il y a pas mal de virements sur votre compte, ou bien sur le compte de l'entreprise. Veuillez prendre attache auprès de nous à partir de ce mail. Et là, après, ils vont vous demander de remplir nom, prénom, numéro de téléphone, parfois même le RIB. Et là, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau parce que les hackers, il y a quoi? Il y a 10 15 ans, on pouvait encore voir, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait tout ça. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est un courriel authentique, en fait. Mais pour ça, il faut toujours faire un contre-appel, demander ben, l'organisme réel qui correspond à ce type de mail. Et eux, ils vous diront, non, ça ne provient pas de nous, ou bien, voilà. Donc, Et on ne prend pas le mail, pardon, on ne prend pas le mail ou le téléphone qui est noté dans le message parce qu'on risque bien entendu de tomber sur le hacker. Il faut bien oui, 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 oui. Surtout, appelez le mail officiel ou bien ce que vous avez eu en contact lors de votre souscription à votre banque ou quoi que ce soit, mais les adresses ou les coordonnées qui sont fournies par le mail douteux, ne les contactez surtout pas et ne cliquez surtout pas sur le lien. D'accord? Donc, là, on a un exemple, par exemple, euh, du hameçonnage aux couleurs des impôts, la fausse annonce de remboursement. Donc, dans un premier temps, la victime reçoit un SMS sur son téléphone. L'SMS indique que vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'impôt. Veuillez le confirmer sur le lien suivant. Et il vous donne une adresse mail et il marque même dans l'entête du mail DGFIP, impôt.gouv.fr. Ils mettent même comme si c'était un vrai message. Sauf que là, en fait, ce qui alarme dedans, c'est que le lien en haut, à côté de HTTPS TIN-URL, en fait, ça, ce sont des raccourcis d'adresse mail. Les services d'État ou les services officieux, oui, officiels, en fait, ne vont jamais vous envoyer ce type de lien-là. On va voir ensemble. Là, et là, après, en cliquant sur ce lien-là, le lien https://tinurl.com, euh, vous serez dirigé vers un site. Et le site, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un masque, un calque. C'est pas le vrai site des impôts, hein, mais il ressemble fortement. Et si vous regardez bien là-dessus, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires et ils vont vous demander aussi vos informations, votre adresse, date de naissance, téléphone, tout. Rien que pour le premier volet de confirmer vos informations, nom, date de naissance, adresse, téléphone, ça, ce sont vos coordonnées à caractère personnel. Ce type de données, en fait, est très cher sur le marché noir du cyber. C'est-à-dire, si par exemple une personne qui a par exemple 100 000 données de personnes à caractère personnel, il peut les vendre à 30 000 euros. 100 000 données à 30 000 euros.
Et il me semble, plus de ça, en fait, ce qu'on avait vu là, ça peut même aller jusqu'à 70 000 euros. Ça dépend des entités. Ça, c'est très grave. Ensuite, il y a aussi les coordonnées bancaires. Ça va vous impacter directement. Puisqu'une fois que vous allez compléter le titulaire de la carte, numéro de carte de crédit, mois, année, crypto, ils n'ont pas besoin de la double authentification. Parce que c'est comme si en fait vous avez communiqué vos coordonnées. Et le valider, ça remplace la double authentification. Donc là, c'est vous payez en fait à la personne. Donc ça, il faut faire très très attention à ça, puisque à partir d'un lien, il peut vraiment vider pas mal votre compte ou faire pas mal de transactions là-dessus. On continue. L'ingénierie sociale, ce que je vous ai un petit peu euh, énuméré en introduction, c'est une technique utilisée de façon ciblée par les cybercriminels pour exploiter la faille humaine. Et c'est pour obtenir, en fait, c'est la même chose qu'avec le phishing, en fait. Donc, là-dessus, souvent, en fait, les gens, ils font, euh, ils font l'enquête sur votre entreprise, par exemple, puisque ça, c'était arrivé il y a quelques temps de cela. En fait, il y a la secrétaire d'une entreprise qui reçoit un mail qu'elle avait pensé provenir de son directeur, lui demandant de faire un virement de 300 000 euros. C'était pas 3 millions, non, 300, ouais, 300 000 euros. Donc là-dessus, le mail correspondait à une lettre près à celui de son patron. Par exemple, si par exemple, son patron s'appelle par exemple Henri, ils ont juste interverti en fait les chiffres E et N et ils ont créé une adresse mail similaire. Donc la secrétaire, elle n'a pas fait attention à cela. Et dans le mail, en fait, ça indiquait comme quoi, oui, j'ai besoin urgemment, ne le fais pas passer à la comité de direction, mais j'ai besoin que tu me fasses un virement de 300 000 euros, je t'expliquerai plus tard. Et elle, pris de panique, c'est le directeur qui appelle, elle a fait le virement. Sauf que c'est pas le directeur qui a demandé, c'était les cybercriminels. Donc, suite à ça, bon, ben, nous, on a été contactés, on a vu nous, on a compris ce que c'était. Et voilà, 300 000 euros de préjudice. Euh, Là, il faut vraiment faire attention parce que les cybercriminels, en fait, ils sont très ingénieux, mais en fait, il faut être très vigilant, surtout lorsqu'on manipule ce type d'outils-là, l'outil système information. Donc, pour démasquer cela, c'est toujours la même chose, hein. Vous ne connaissez pas votre interlocuteur, vous devez agir rapidement et c'est confidentiel. Le temps est excessivement intimidant ou flatteur. Encore une fois, faites un contre-appel, c'est-à-dire vous appelez la personne pour laquelle le cybercriminel se fait passer. Vous l'appelez avec le numéro que vous connaissez, pas celui qui est laissé dans le mail frauduleux, mais vous appelez, par exemple, le directeur, monsieur, est-ce que c'est bien vous qui m'avez fait cette demande-là? À partir de là, pardon, vous saurez si c'est vrai ou faux. Mais souvent, c'est faux, puisque ce type de message n'est jamais de bon augure. Après, aussi une technique, hein, ça peut être quand on rappelle cette personne, c'est de lui donner une fausse information. De dire, bah tiens, j'ai vu un ami, j'ai vu votre femme, elle s'appelle un tel, et de prêcher une fausse information pour voir si la personne va réagir. Oui, mais souvent aussi, oui, ça c'est, oui, on peut le faire, mais si jamais il met des liens, par exemple, des photos Hum, piégées dedans, là aussi, ça peut, dès que vous ouvrez le mail, ça peut être hum, aussi hum, dangereux hum, aussi. hum. Mais oui, on peut toujours les piéger, oui, Prêcher, là-dessus. quoi. Prêcher une fausse information pour Oui, vérifier. Parce que de plus en plus, malheureusement, avec l'IA, on peut avoir des gens qui, oui.
qui utilisent la voix. Notamment, j'ai les banques qui m'avaient alerté qu'on a des conseillers bancaires maintenant qui utilisent la voix de leurs conseillers pour se faire passer. C'est Donc, on est ça. encore plus C'est ça. usurpé. Donc, ça peut être de prêcher des fois la fausse information pour Oui, démasquer éventuellement. Mais vous l'avez bien dit, hein, on joue sur la peur, sur c'est l'urgence. ça. Et moi, personnellement, j'en étais victime l'année dernière Oui. au fameux colis piégé, quoi, colis piégé, non pas colis piégé, colis, voilà, et on Oui, est à la pris dans poste. l'urgence Oui. et on clique parce qu'on est pris par la pression, on attend le truc, c'est très très urgent. Et puis, ben, malheureusement, on s'aperçoit qu'on a fait l'erreur. Alors, des fois, c'est sans conséquence, mais des fois, ça peut aller très loin. Et vous Oui. avez parlé de pertes importantes d'informations. Tout à l'heure, pareil, dans le chat, j'ai vu passer qu'est-ce qu'on risque de fournir un RIB? Bah, le RIB, c'est de Ah, se faire siphonner son compte, hein, tout simplement. oui. Oui. Ah, ouais, puisque moi, j'ai pas vu les questions. En fait, je les vois. Voilà, je vous les passerai, hein, je vous les passerai, Oui, ne vous oui. inquiétez pas. D'accord. Comme ça, Et je répondrai au fur et à voilà, mesure à voilà. la fin de la Donc, présentation. voilà, la question c'était quel est le danger de fournir son RIB? Euh, Ah, bah, c'est oui. que la personne, bah, tout ce que vous aviez évoqué, elle puisse vider votre compte en quelques clics. Et on C'est ça. essaiera de faire ça en fin de semaine, le vendredi ou le samedi, bah, parce que tout simplement, les organismes bancaires sont fermés en fin de semaine ou la veille d'un gros pont ou de jours fériés. Et évidemment, bah, là, je peux pas rappeler ma banque le vendredi soir ou le samedi, je peux pas rappeler ma banque et Oui. on est bloqué. Oui. C'est souvent ça, oui. Effectivement. Donc, oui, donner le RIB, c'est donner accès à votre portefeuille, en fait. C'est donner accès à votre compte. Donc là, il faut faire très attention là-dessus. Oui. Et notamment lorsque vous recevez un mail qu'on est en train Est-ce que vous pouvez me redonner votre mail? Parce qu'on est en train de refaire les comptes ou de remodifier des choses. Oui. Et donc, bah, notamment quand il y a une commande qui est en attente ou qu'on attend un paiement, bah, évidemment, on peut se faire avoir. Donc, ne pas hésiter à faire le contre-appel et de rappeler la personne, vous m'avez bien demandé de modifier le RIB, c'est bien vous, et pour quelle raison, quoi. Oui. Effectivement. Bon. Bon. Nous allons continuer. Tout à l'heure, on avait parlé de toutes ces attaques-là. Mais en fait, les failles humaines, c'est la source de de tous nos ennuis. Parce qu'en fait, la première erreur vient de nous. Internet, c'est un outil. L'outil, en fait, il adopte ce qu'on lui demande de faire. Il exécute. Mais si nous le manipulons mal, cet outil pourrait se retourner contre nous. Donc, la faille humaine, par exemple, euh, la faille humaine, bien avant le droit d'accès des anciens employés, hein. Par exemple, si vous allez retrouver une clé USB par terre sur un parking, et c'est arrivé, hein. La personne dit, ah ben, j'ai trouvé une clé USB, en plus c'est marqué dessus 64 gigas, c'est quelque chose de bien. La personne la branche sur son ordinateur. Sauf que la clé USB en question n'est pas une clé USB ordinaire. C'est une clé USB infestée de bots. On appelle ça des bots. En fait, ce sont des microprogrammes qui peuvent s'installer dans votre ordinateur sans que vous n'en soyez informé. Et ces bots-là, en fait, ils vont s'installer dedans et ils vont chiffrer vos données et ils vont vous demander une note de rançon après. Souvent même, ces bots, ces genres de petits programmes, si vous branchez votre ordinateur en réseau, ils vont directement geler tout le réseau. C'est ce qui arrive dans les hôpitaux, c'est ce qui arrive dans les EHPAD. En fait, ces bots-là, en fait, leur but, c'est de chiffrer le disque dur. Chiffrer, c'est mettre un code à votre disque dur pour que vous ne pourriez plus, pour que vous ne pourriez plus avoir accès à vos données et que seule la personne qui a été à l'origine de cette manœuvre, de cette manœuvre frauduleuse, est l'unique solution.
alors que la solution, ça n'existe pas puisque on ne, on ne pactise pas avec les cybercriminels. Donc, une fois que vos données sont chiffrées par cette personne, vous n'aurez plus accès. Et c'est là que la personne vous demande une note de rançon. Et la note de rançon dépendra en fait de la nature de vos données. Et de là, ils peuvent vous demander des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros. Et il ne faut jamais payer. J'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'il y a des personnes qui sont tentées à dire, ah, peut-être que la personne va nous payer. Non, la personne ne va jamais vous remettre vos données, parce qu'une fois que ces données seront cryptées, une fois que les bots se sont installés dessus, les données ne seront plus récupérables. Alors, Donc, ne payez jamais ça. alors, vous parlez de millions d'euros. Moi, je suis une petite entreprise artisanale. J'aurais pas les reins ou j'ai pas ce montant-là sur mon compte. Oui, Je peux dire oui, ça sent l'arnaque. Mais malheureusement, nous, on voit passer des attaques avec des montants beaucoup plus faibles, oui, de l'ordre de 1000 ou 2000 euros. oui. C'est des montants qui sont pas anodins, mais vous avez tout perdu. Vous imaginez que tous vos données sont cryptées, et on vous demande 2 ou 3000 euros pour tout restaurer. Vous pourrez tenter. On est tenté, quoi. On peut être tenté, on peut Oui, se poser la question. Si vous me donnez des millions, moi je vous dirais c'est pas possible, je les ai pas, donc je vous les donnerai pas. oui. Mais si vous me dites, ah, il y a 2 ou 3000 euros et puis je vous restaure le système, on peut se poser la question. Et c'est là que le piège, Il bah, tombe. on tombe dans le panneau parce que bah, on va donner nos quelques milliers d'euros et puis derrière, Rien ne bah, vous garantit. Rien ne vous garantit qu'ils vont vous remettre, en fait, ouais. vos données. Mm. Et pour 100% des cas, personne n'a été dédommagé, ni par les assurances là-dessus, parce que ça n'existe pas encore, et ni par le hacker lui-même. Il ne va jamais rendre ça. Et de toute façon, lui-même, il ne pourra peut-être pas les récupérer. Donc, ne payez pas, même si c'est une somme dérisoire là-dessus, ne le faites pas. Si jamais vous êtes si vous faites l'objet de ce type d'attaque, déjà, ne, déjà isoler l'ordinateur de tout réseau, c'est-à-dire vous débranchez le câble réseau, ne l'éteignez pas, appelez-nous. Puisque nous, en fait, lorsqu'on intervient, vous savez, c'est comme si on intervenait sur une scène de crime, hein. C'est toujours de la criminalistique. Lorsqu'on intervient sur une scène de crime, en fait, on a besoin des traces et indices. Si par exemple, vous éteignez l'ordinateur et que nous, on arrive, on ne peut plus décortiquer les traces et indices. Donc, nous, on a besoin de ça pour pouvoir au moins tracer l'origine de cette faille. Mais une autre solution aussi, c'est si jamais vous stockez des données dans un disque dur ou bien dans un serveur, que ce soit TPE ou PME, hein, par exemple les factures, la liste des fournisseurs et tout ça, faites une double sauvegarde. C'est-à-dire, vous allez installer par exemple un disque dur ou bien un ordinateur qui n'est pas relié au même réseau sur lesquels vous travaillez, sur lesquels, par exemple, tous les 2 jours, vous faites une sauvegarde, que ce soit manuelle ou automatique. Vous faites une sauvegarde de vos données sur ce deuxième appareil. Comme ça, au moins, si l'appareil, elle tombe, si tous vos données tombent ce jour-là, au moins, vous aurez toujours une donnée de sauvegarde à côté avec laquelle vous pourrez retravailler. Ça, c'est un conseil qu'on donne à chaque entreprise. Alors tout à l'heure, vous avez dit, je débranche le câble au réseau, sauf que dans nos entreprises ou à la maison, on n'a presque plus de câble au réseau, on travaille énormément au Wi-Fi, Wi-Fi oui. et donc là, il faut couper le Wi-Fi de son De ordinateur. l'ordinateur. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, il faut parce qu'en fait, le souci, c'est que une fois que les bots sont installés, ils peuvent se propager sur les autres appareils. Donc, pour éviter ça, s'il y a des appareils qui ne sont pas encore contaminés, il faut désactiver l'appareil qui est contaminé en fait de tout du réseau. Oui.
Vous cliquez en bas, si vous permet en fait d'ouvrir encore Internet, vous cliquez en bas, déconnecter le réseau, et là, au moins, c'est sûr que les autres appareils ne seront pas contaminés. Sinon, vous allez dans votre serveur réseau, et là, vous désactivez l'ordinateur qui est lié à cette connexion-là. D'accord? Donc, dans les entreprises, que ce soit TPE, PME, ou voire même les grandes entreprises aussi, il y a souvent aussi, en fait, ce qu'on appelle le droit d'accès aux anciens employés. Par exemple, vous avez eu des collaborateurs qui travaillent avec vous et à un moment donné, voilà, sur un marché, il n'y a plus d'accord entre vous, du coup, il y a une séparation de collaboration, donc vous travaillez plus ensemble et que vous oubliez de retirer le droit d'accès au réseau informatique de votre entreprise à cette personne, si elle est mal intentionnée, elle pourra faire des dégâts dans votre système d'information. Donc, une fois que vous arrêtez la collaboration avec une personne, que ce soit un fournisseur ou bien qui a eu accès à votre système informatique ou bien un stagiaire, enlevez également ses droits d'accès, que ce soit par badge, que ce soit par mot de passe et tout ça sur votre réseau admin. Changez au pire des cas, c'est lorsqu'une personne part, changez le mot de passe aussi. Ce sont de très bons conseils à prendre. Parce que souvent, en fait, même surtout avec les histoires de concurrence, ça peut aussi aller loin. Puisque ça, par exemple, il y avait une entreprise qui était victime de ce type de procédé-là. D'accord? On va continuer. La sécurisation du local des serveurs informatiques. Si par exemple dans votre oui, il y a des TPE aussi qui l'ont aussi cela. Par exemple, dans votre entreprise, vous avez un local dédié aux serveurs informatiques, c'est-à-dire dédié à la sauvegarde, à des grands disques durs qui sont dédiés à la sauvegarde de vos données. Il faut les sécuriser. Mettez une clé euh, ou bien, voire même un digicode pour pouvoir y accéder. Mais il faut sécuriser ces genres d'endroits-là, ces types d'endroits-là, puisque un, un vol de disque dur aussi peut endommager en fait le fonctionnement de votre entreprise. Nous allons continuer. Manque de vigilance. Ça aussi, ça peut arriver, puisque vous savez, il n'y a pas que des hackers hein, qui peuvent attaquer des entreprises. Il y a aussi, par exemple, des services étatiques. C'est arrivé dans une entreprise en fait, qui confectionnait des boulons. Et eux, en fait, eux, ils confectionnaient des boulons et il y a peur qu'en fait, il y avait une commande étrangère qui était habituée, en fait, en ces gens-là, à travailler avec eux. Eux, ils ne savaient pas quel organisme c'était. Mais cette entreprise-là, en fait, reprenait les boulons que l'entreprise française confectionnait et les revendait à l'armée chinoise pour pouvoir les, pour pouvoir les mettre sur leur porte-avions. Sauf que il y a d'autres États, comme les États-Unis, qui ont eu vent de cette information-là. Ils ont fait une commande, vraiment une très grosse commande de ces boulons-là avec l'entreprise française. Et c'est ce qui a empêché en fait la production de certains matériaux des porte-avions chinois. Donc à partir de là, en fait, de procédés étatiques se font beaucoup et parfois même les TPE peuvent en être victimes de cela. D'où il faut sécuriser les données, il faut sécuriser carrément il faut faire très, très attention avec qui vous collaborez et qui a toujours les droits d'accès à, à votre système d'information, alors
qu'ils n'ont plus raison d'y accéder. D'accord. Manque de vigilance, il faut faire attention aussi. Ah, ça peut être les stagiaires aussi. Faites très Ça peut attention aux être les stagiaires. stagiaires. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, Ouais. effectivement. Les Quelles données stagiaires, on parce donne, ouais. qu'ils Quelles passent. données on donne aux stagiaires? Et je le vois souvent, moi, des entreprises, on n'est pas trop à l'aise avec les réseaux sociaux et on Oui, confie la création du compte Facebook, Instagram ou autre au plus jeune. à un stagiaire et qui Oui, quitte l'entreprise. Et le chef d'entreprise n'a pas forcément le mot de passe pour récupérer. oui, Voilà, donc on n'a pas la main. Et en plus, si la personne est mal intentionnée, alors là, c'est pire. c'est ça, effectivement. Donc, les meilleures pratiques. Donc, dans les meilleures pratiques, c'est ne jamais partager d'informations personnelles ou confidentielles par mail ou sur les réseaux sociaux. Puisque par exemple, si vous travaillez par exemple dans une entreprise hyper connue et que vous dites ah ben oui ben je travaille là et tout, vous communiquez même si c'est pas des données à caractère secret défense ni quoi que ce soit, mais des données en fait qui vont vous rapprocher, qui vont diriger ces personnes mal intentionnées vers vous parce qu'ils ont comme idée en fait d'attaquer votre entreprise. Souvent, les réseaux sociaux, c'est leur terrain de prédilection. Donc, il faut faire attention là-dessus. Ne répondez pas aux mails douteux et ne cliquez jamais sur un lien inconnu. Vérifiez la conformité de l'adresse d'expéditeur. Ça, c'est comme l'adresse mail dont je vous ai parlé tout à l'heure. N'effectuez aucune transaction inhabituelle sans l'accord d'un tiers. Du coup, contre-appel. Il est important de contacter immédiatement l'équipe de sécurité informatique pour signaler l'incident, si vous avez une équipe informatique dans votre entreprise. Donc, ce sera tout pour moi. Alors, Merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions. voilà, donc là j'avais une remarque, une question sur le RIB. Oui, Je lis le message en direct. Donc le RIB fait partie des informations qu'on partage, exemple dans un devis. Alors déjà, moi le RIB, je le transmettrai que si on passe commande ensemble, hein. Je ne vais pas vous donner mon oui, RIB avec le devis, hein. Un devis, c'est une oui, demande d'information. C'est pas sûr que je bosse avec vous. Et donc, si la personne s'approprie le RIB, est-ce que ma banque ne devrait pas me demander confirmation avant son utilisation, avant un prélèvement ponctuel? Donc, bah, certaines banques peuvent le faire sur des oui, montants, je dirais, surprenants ou inhabituels ou de comptes qui pourraient être à l'étranger, mais ce n'est pas à la banque de vérifier en permanence nos actes ou nos commandes ou même nos paiements par carte bleue à c'est l'étranger. ça. Oui, Certaines peuvent mettre en place des outils de vigilance, d'alerte. Mais vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit, la faille humaine, moi je le redis d'une autre manière, mais souvent le problème il est entre l'écran et la chaise, quoi. c'est ça. C'est nous qui avons cliqué sur un lien et j'insiste sur le fait que on peut vérifier une adresse de site internet sur un ordinateur fixe. Mais Oui, sur nos téléphones portables, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas forcément les adresses qui s'affichent en dur, et c'est simplement le mot. Donc on est beaucoup plus, je c'est ça. dirais, beaucoup plus, enfin, on peut plus faire d'erreurs avec un téléphone portable, une tablette, parce qu'on peut cliquer n'importe où et on joue sur l'urgence, on joue sur la peur, on joue sur l'affection et il suffit qu'on soit dans un environnement qui soit pas normal et ou dans une phase de stress et c'est là qu'on peut bah, faire des démarches qui peuvent nous coûter très cher. Oui, Donc, effectivement. et vous avez parlé tout à l'heure des sauvegardes. La sauvegarde, c'est quelque chose qui est très, très important dans les entreprises. Moi, j'ai l'habitude de, quand je travaille avec les chefs d'entreprise sur ce sujet-là, de leur dire, bah voilà, vous imaginez que vous aviez tout perdu hier suite à un hacking, suite à une inondation, un vol, un incendie. Bref, vous avez tout perdu. Qu'est-ce qu'il vous faut demain matin pour redémarrer l'entreprise? Alors bien sûr, l'assureur, il va nous acheter un ordinateur, il va nous acheter une voiture, il va nous racheter les machines. Mais quelles sont les données informatiques que vous avez chez vous qui sont super importants? Il y a le fameux fichier clientèle, il y a tout ce qui est lié à la comptabilité, ces choses-là. Et est-ce que j'en ai un double?
Et un double, c'est une copie exacte des données, mais surtout qui sont connectées sur un support informatique qui n'est pas connecté au réseau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour pas que les informations puissent remonter. Donc ça, c'est important. C'est à vous de mettre en place des outils de sauvegarde, de copie, euh, et en fonction du niveau de sécurité que vous avez besoin, et ne faites pas rentrer, je dirais, n'importe qui dans vos entreprises ou dans vos ou même ouais, toutes les gens qui gravitent autour de vous. Ça concerne pas que les grosses entreprises, malheureusement. On a des, des- des petites entreprises, hein, qui sont victimes d'arnaques, d'attaques. Et on a tous été victimes un jour d'une attaque. Rien que le fait de recevoir un SMS ou du phishing, c'est une attaque. Je dirais la question aujourd'hui, c'est plus quelle attaque je vais avoir. Maintenant, la question, c'est plutôt quand est-ce qu'elle va arriver. Oui, oui. Effectivement. Et je rejoins ce que vous dites là, puisque là, je lis une question. Euh, oui, le RIB est quand même la plupart du temps inséré sur nos factures. Ça, vous avez répondu, oui. Euh, et quand on demande un acompte sur le devis, on joint le RIB. Là, en fait, vous n'êtes pas obligé de joindre le RIB, hein. Je rejoins toujours ce que dit Monsieur Léger. C'est lorsque vous allez conclure, c'est là que vous pourrez mettre le RIB, puisque le RIB, en fait, contrairement à la carte bancaire, le RIB n'a pas de double authentification. La carte bancaire, par exemple, si vous faites un paiement, vous aurez un message de votre banque pour valider le paiement. Le RIB, la personne peut l'utiliser pour faire un prêt. Donc, dans ce moment-là, dans ce cas de figure-là, en fait, vous pourrez être, vous pouvez faire l'objet d'un énorme préjudice. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Mhm. Et si vous êtes victime d'une attaque, il peut, pas forcément le simple phishing, mais si vous avez fait si vous avez cliqué sur un mauvais lien, euh, ne restez pas seul. Aujourd'hui, il y a trop aussi la honte de dire voilà, j'ai fait une boulette et j'essaie de me débrouiller tout seul. Vous avez des services à côté, des services informatiques, vous avez aussi les services de l'État, je pense aux services de gendarmerie ou services de police, qui peuvent vous accompagner lorsque vous êtes victime d'attaques. Oui, Et il y a aujourd'hui aussi le sentiment, lorsqu'on s'est fait avoir, de honte et de ne pas aller voir justement d'autres personnes pour nous aider. Alors je dis pas que vous allez pouvoir résoudre tous les problèmes, parce que souvent c'est des actes où les personnes ne sont pas forcément situées en France, et après c'est le droit c'est ça. international qui se met en route, et ça c'est autre chose, mais c'est aussi d'en faire part aussi autour de vous, et de pas faire les mêmes erreurs, de pas reconduire des erreurs. Et malheureusement, on a tous fait un jour ou l'autre des erreurs par rapport à en naviguant sur Internet, en cliquant pas sur le bon lien ou en transmettant des informations. Et pareil, dans vos entreprises, ne stockez que ce que vous avez besoin. Moi, je suis une entreprise de bâtiment, j'ai pas à stocker les coordonnées de la sécurité sociale de mes clients. Voilà. C'est Ça, ça. Oui, voilà. oui, oui, puisque en plus, avec, en fait, il y a ce qu'on appelle, en fait, des droits aussi en fait à à vos clients par exemple qui sont répertoriés en fait dans la nouvelle norme qu'on appelle NIS 2. NIS 2 en fait c'est une norme qui regroupe toutes les entités en fait les entités par exemple dans tous les domaines TPE PME. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site euh, de la CNIL pour voir si votre entreprise correspond à cette norme-là. Parce qu'en fait, lorsque vous stockez des données à caractère personnel de personnes et que si vous êtes victime d'une attaque, vous avez 48 heures pour déclarer. Oh, ça c'est coupé. Non, non, c'est bon, j'ai partagé l'écran de la CNIL. Ah d'accord, oui. Vous avez 48 heures en fait pour déclarer le préjudice euh, euh, à la CNIL, mais bien sûr aussi à l'ANSSI. Donc, vous devez impérativement faire cela puisque vous pourrez être assujetti en fait à des amendes là-dessus.
Et justement, au niveau de la chambre de métier, nous, conseillers numériques, on peut vous accompagner, vous sensibiliser ou revoir avec vous des choses par rapport à la sécurité, aux sauvegardes. Donc, vous Oui, pouvez nous accompagner pour faire ce petit point. Vous ne l'avez pas dit dans la présentation, mais je crois que moi, je suis en relation avec le service de gendarmerie du département de Lyon, mais je crois que vous le proposez dans tous les départements de France et de Navarre. Je sais que des entreprises peuvent bénéficier de votre part des audits oui, sécurité. Donc effectivement. si vous pouvez nous en dire deux, trois petits mots sur ces fameux audits sur le numérique. Oui, en fait, ça s'appelle Mon Aide Cyber. En fait, vous pouvez aller sur le site de l'ANSSI, c'est en partenariat avec cybergouv. .fr, il me semble, oui. Donc, vous pourrez aller là-dessus. Sinon, vous tapez juste Mon Aide Cyber dans votre barre de recherche. Et de là, en fait, vous pourrez demander ou bien nous solliciter, nous, gendarmes, de faire un diagnostic, puisqu'on ne va pas utiliser le terme audit, puisque audit, il n'apparaît pas là-dessus. Alors, hop, je le recherche. Hop, je vais vous trouver ça tout de suite. Mon aide cyber. Voilà. Voilà, celui-là. Oui, oui, c'est sur. Oui, pardon, excusez-moi, c'est sur ce site-là. En fait, là, vous pourrez, par exemple, moi, je suis un aide dans Cyber, par exemple. Et là, on peut vous faire un diagnostic, puisqu'en fait, on fait des diagnostics, mais pas audit, pour pas faire un conflit d'intérêts avec les entités privées qui sont dans l'audit. Mais c'est à peu près la même chose, puisqu'en fait, en termes cyber, en fait, le risque zéro n'existe pas. Mais nous, ce qu'on pourrait vous apporter, en fait, c'est faire un diagnostic de l'état cyber de votre entreprise et également aussi vous dire, en fait, sur tel niveau, tout clignote rouge, donc il faut améliorer. En fait, ce sont des conseils qu'on va vous donner et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, puisque c'est comme si c'est un petit peu comme de l'audit aussi, oui. Mais on n'utilise pas trop le terme. Donc, n'hésitez pas là-dessus, vous contactez un cybergendarme de votre groupement. Forcément, dans chaque brigade, si c'est par exemple nous, dans la Nièvre, on a formé des correspondants nouvelles enquêteurs technologie. En fait, eux, si vous approchez une brigade de gendarmerie, la brigade de gendarmerie va nous mettre en relation directement avec vous. Sinon, vous allez sur ce site-là et vous allez cliquer, par exemple, bénéficier d'un diagnostic cyber. Par exemple, si vous cliquez dessus, là, il va vous demander déjà en fait votre organisme et tout ça. Et à partir de là, lorsque vous allez finaliser toutes ces questions-là, ils vont directement en fait nous envoyer ça à nous, gendarmes, qui spécialisés dans ce domaine, euh, qui sont dans votre localité. Donc, à nous après de prendre attache auprès de vous une fois ce processus entamé. Donc, vous devez vous inscrire, oui, là-dessus, oui. Et ça mange, ça mange pas de pain, c'est même conseillé pour vous. Effectivement, heureusement que Monsieur Léger l'a rappelé, puisque j'avais oublié de vous en parler. Voilà. Eh ben, merci à vous. Alors, si vous avez n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, hein. Si vous avez des questions, moi, je n'en vois plus. Oui, Je n'en vois plus. Donc n'hésitez pas à nous ressolliciter. Je vais vous repartager l'adresse de tous les webinaires. Et avec cette adresse artisanat-bsc.fr/numérique, vous pouvez retrouver tous les webinaires de cette semaine et aussi tous nos coordonnées. C'est par cette page-là que vous pouvez retrouver nos coordonnées pour nous contacter directement pour échanger sur la cyber, mais aussi sur tous les sujets voilà, du numérique. Eh ben, je tenais à vous remercier pour votre présentation, pour votre intervention, cette sensibilisation sur la cybersécurité. Et je vous souhaite de passer un agréable après-midi et puis de nous suivre toute cette semaine sur le numérique. Merci à vous, merci à tous. Bonne journée. merci.